Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une blockchain majeure qui a arrêté de fonctionner. On va aussi parler de BlackRock. Je vais vous parler de Hyperliquid, du nouveau sur ce projet. On va parler aussi de Donald Trump et toujours de sa politique pro-crypto et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons par le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 114 800 $, plus 0,5%, Ethereum plus 3%. On se rapproche des 3 700 $, Solana 170 $, plus 5% aujourd'hui. Mais regardez ce qu'on constate aussi, c'est que les ETF en Ether commencent à perdre des actifs. Il y a eu un 465 millions de dollars qui sont sortis de ces ETF, mais c'est quelque chose d'assez classique. On observe ça quand il y a une baisse du prix de l'Ether et des investisseurs qui veulent récupérer au final une partie de ce qu'ils avaient dans ces ETF. Ça correspond un peu à une vente, tout simplement des investisseurs qui ont de l'argent dans ces ETF. Rien de choquant, mais c'est bien d'en parler. Je vous parle quand ça se passe bien pour ces ETF, mais aussi quand ça se passe moins bien. Ensuite, il y a une crypto qui se porte très bien, c'est Fluid. Fluid, c'est une sorte d'exchange décentralisé avec aussi une partie lending borrowing. Ils ont fusionné les deux, je vous en ai parlé il y a très longtemps. C'est quelque chose que j'ai exposé à un certain nombre de personnes, mon accompagnement il y a très longtemps aussi. Et là, c'est assez énorme, l'état de Fluid. Ils ont 55% de part de marché au niveau du volume sur les exchanges décentralisés, sur Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon. Bref, c'est énorme, c'est plus que tous les autres plateformes combinées. Regardez, ils sont à 55%, Uniswap est à 25%, Curve à 13%. Alors, attention, on est juste sur le volume des stablecoins, c'est-à-dire les exchanges du SDC à USDT et autres stablecoins similaires. C'est-à-dire, ça a vraiment pris en fait la place de Curve. Au final, vous savez à quel point j'apprécie Curve depuis très longtemps. Fluid a remplacé au final, quasiment remplacé Curve sur les paires de stablecoins. Il y a toujours besoin de Curve, d'ailleurs Curve, il y a plein d'autres choses qui arrivent, je vous en parlerai un autre jour. Mais Fluid, c'est assez énorme ce qu'ils ont fait. Mais la question maintenant, la vraie question sur Fluid, c'est est-ce que Fluid va réussir à faire ce qu'ils ont fait avec les stablecoins, avec les paires d'actifs volatiles, c'est-à-dire sur les paires Ethereum USDT ou sur les paires Bitcoin USDC. Ça, c'est tout le sujet. Il y a une nouvelle version de Fluid qui arrive qui va permettre de faire ça. Et tout le débat actuellement, par exemple, il y a le fondateur de Aerodrome qui dit que Fluid n'y arrivera pas parce que ça ne marche pas sur ce type de paire. Vraiment, tout le pari actuellement, c'est est-ce que Fluid va réussir la même chose sur les autres paires? Et c'est un pari assez risqué, mais qui peut vraiment payer très, très, très bien pour ceux qui investissent dessus parce que on va dire, s'ils réussissent cette transformation en ayant 55% de part de marché sur les paires volatiles, donc ils arrivent à prendre tout ce marché à Uniswap et d'autres, ça pourrait être assez énorme. Voilà, il y a les deux avis. Moi, je pense que ça va marcher, mais je pense que ça va moins bien marcher que les paires stablecoin, et du coup, ils n'auront pas les 55% de part de marché, mais qu'ils auront quand même une part de marché non négligeable sur les paires volatiles. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et voilà, et on va commencer maintenant avec les autres news et sur Base, la blockchain de Coinbase qui a arrêté de fonctionner pendant 30 minutes lundi. On n'a pas d'explication sur l'arrêt, on sait juste que ça a duré 31 minutes à peu près et qu'il y a eu, on ne pouvait pas envoyer quasiment de transactions sur la blockchain pendant cette période-là. Ça remontre en fait la centralisation des solutions de niveau 2, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la plupart des L2, Arbitrum, Base, Optimism, ont une centralisation qui est assez importante, et notamment le séquenceur, ils ont tous un seul séquenceur, et quand ce séquenceur tombe, au final, on ne peut plus envoyer ni recevoir de transactions simplement sur cette blockchain. Donc malheureusement, la décentralisation du séquenceur, c'est pas quelque chose qui est en train d'être poussé dans un premier temps sur les principales solutions de niveau 2, sur le principal L2. On avait Polygon qui essayait de faire ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins focalisés sur ce type de sujet pour le moment. Mais en tout cas, voilà, on va garder cette centralisation au niveau des L2 pendant un petit moment. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps, mais c'est malheureusement pas la priorité qui est donnée actuellement. Ils ont plus mis la priorité sur l'aspect résistance à la censure, l'aspect de pouvoir envoyer n'importe quelle transaction quand on veut sur la blockchain, que n'importe qui puisse venir et constater qu'il y a une mauvaise transaction ou quelque chose qui n'est pas censé se passer correctement, et du coup c'est un système en fait pour améliorer la sécurité. Il y a ce type de choses, mais pour la robustesse du séquenceur, malheureusement, on n'y est pas encore. Donc voilà, Base à l'arrêt pendant une demi-heure. C'est pas la première fois que ça arrive, ça leur est déjà arrivé une fois en 2023 de mémoire aussi. Ils avaient été à l'arrêt pendant environ le même délai, pendant 45 minutes aussi.
Donc c'est du récurrent. On n'est pas au niveau de Solana quand elle fonctionnait pas bien, mais c'est quand même à surveiller. Ensuite, Hyperliquid. Hyperliquid, c'est assez énorme ce que fait cette plateforme de trading. Ça a commencé, hein, je pense que vous le savez, j'en ai déjà parlé avec le trading des perpétuels. Vous savez, c'est un produit dérivé sur les cryptos qui permettent de faire de l'effet levier. C'est très dangereux d'ailleurs, attention. Ils se sont lancés aussi sur le marché spot, ils ont lancé l'hyper EVM et là, regardez, ils ont atteint un record au niveau du mois de juillet au niveau du trading. Donc vraiment, c'est énorme sur les perps, hein, donc les perpétuels dont je vous ai parlé. Ils ont 75% de part de marché, donc ils sont leaders, mais vraiment de loin par rapport aux autres. Et ils continuent aussi de faire quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ils génèrent beaucoup d'argent. Ils ont généré, là, au rythme auquel ils génèrent des revenus actuellement, ils sont à un rythme de 1 milliard de dollars de revenus. Et ce n'est pas des revenus qui sont payés aux holders, enfin plutôt aux personnes qui fournissent de la liquidité sur Hyperliquid. C'est vraiment des choses qui vont dans les caisses d'Hyperliquid. Et qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Eh bien, ils rachètent des jetons hype. Donc ça vient augmenter le prix mécaniquement parce que ça crée une forte demande sur le jeton hype. Ils sont à une market cap de 12 milliards de dollars, donc ils sont à x12 par rapport aux bénéfices. C'est pas énorme du tout hein, par rapport au projet. C'est parmi les projets qui génèrent le plus d'argent. Hein. On peut voir hein, sur Fees and Revenue, on va prendre l'aspect revenu qui est vraiment l'aspect bénéfice engrangé par le protocole. Et on va voir tout ça et c'est vraiment énorme. Hein. Donc vous pouvez voir, si on met de côté les stablecoins Tether et Circle, et Hyperliquid, c'est le premier projet crypto à générer autant d'argent. Si tu regardais sur 24 heures, ils ont généré 2,5 millions de dollars. C'est juste derrière Tether et Circle. Tether, bien sûr, loin devant, ils génèrent tellement d'argent avec les plus de 150 milliards de dollars. Et il faut savoir, Hyperliquid, tout le monde attend l'airdrop, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, quand ils ont des problèmes, Hyperliquid, ils ont eu un bug dernièrement, pendant 30 minutes, l'API a arrêté de fonctionner. Ils ont remboursé les utilisateurs de tout ce qui aurait pu être perdu pendant ces 30 minutes. Donc ils ont donné plusieurs millions de dollars pour compenser plutôt les personnes. Il y a l'hyper EVM, c'est quelque chose à part pour pouvoir lancer des applications de finance décentralisées sur leur blockchain hyper EVM, mais ça commence doucement. Il y a de plus en plus de projets, c'est intéressant. Certains pensent que l'airdrop numéro 2 favorisera tout ça. En tout cas, voilà, écoutez, si ce type de choses vous intéresse, l'aspect génération de rendement, que ce soit sur Hyperliquid, que ce soit sur d'autres plateformes, que ce soit en stablecoin, que ce soit en Ether ou autre, j'offre un accompagnement personnalisé où j'accompagne les gens pour réaliser leur objectif et générer des revenus passifs sur leur crypto. Vous avez le lien dans la description. Ensuite, on va rester sur le rendement parce que c'est quelque chose aussi dont je ne vous avais pas parlé. Je vous ai parlé de Linea, comme quoi ils allaient lancer leur token très bientôt. Mais le point que je n'avais pas évoqué, c'était en fait que les Ethers qui allaient être déposés sur Linea, qui est un L2 de Ethereum fait par Consensus, la maison mère de MetaMask, les Ethers qui vont être déposés sur Linea vont être automatiquement stakés sur Lido. Sur Lido V3, donc Lido le protocole de staking numéro 1 sur Ethereum, ils vont utiliser ça pour générer du rendement, mais comment ce rendement va être distribué? Il ne va pas être distribué à personnes qui ont de l'Ether, il va être distribué aux personnes qui fournissent de la liquidité sur Ethereum, sur la liquidité en Ethereum sur Linea. Ça veut dire en fait qu'on va récompenser les gens qui permettent aux personnes de venir trader et d'avoir une liquidité suffisante. Ce qui veut dire en fait que c'est une manière de garder les fournisseurs de liquidité, les apporteurs de liquidité. C'est quelque chose qui est essentiel pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir trader sur les exchanges décentralisés. Il y a une incitation financière en réel, c'est du vrai rendement, c'est pas des jetons qui sont imprimés pour donner à ces personnes-là, c'est vraiment un rendement réel qui est durable dans le temps. Ça peut rester des années comme ça et ça peut apporter un avantage concurrentiel clairement à Linea. Donc on va voir ce qui va se passer. La question maintenant, c'est si bien sûr on vous transférez des Ethers stakés déjà sur Linea, ça ne va pas changer. Mais ça veut aussi dire que potentiellement on n'aura pas de protocole, par exemple Rocket Pool, où on ne pourra pas staker directement sur Lido avec les Ethers parce que ça va sur Linea. Bref, c'est un cas un peu bizarre qui est en train de se passer, donc j'attends de voir l'implémentation réelle. Mais de toute façon, c'est quelque chose de positif pour moi, pour Linea. Ensuite, Trump, il continue à être pro-crypto. Il devrait signer un décret, là, début de semaine prochaine, pour empêcher les banques de
de retirer les comptes, de retirer les accès, de clôturer les comptes des startups en lien avec les cryptos, des sociétés en lien avec les cryptos, des personnes en lien avec les cryptos. Aux États-Unis, il y avait beaucoup de personnes, et même en France d'ailleurs, qui se voient refuser des comptes bancaires quand on entend parler de crypto, ou quand ils font des retraits, ou quand ils sont associés à un projet crypto, on leur dit non, non, on n'a pas le droit de vous fournir un compte bancaire. Donc tout ça, ça va être interdit par ce décret, c'est une très bonne chose, et espérons que ça va faciliter les choses, et j'espère voir ça dans d'autres pays aussi, pas que aux États-Unis. Ensuite, je vous ai fait une vidéo dédiée sur Cubic et Monero, Cubic qui était en train d'attaquer Monero. Et ben regardez en fait le CFB, vous savez le fondateur de Cubic, qui dit en fait que désormais Cubic, la communauté Cubic et les validateurs et du coup sans doute lui, ont décidé de payer encore plus les mineurs Monero. Ça veut dire qu'il y a encore plus d'incitation pour venir miner dans la pool Cubic. Et du coup, Cubic est bien parti pour gagner encore plus de parts de marché au niveau du minage. Et on rappelle, leur objectif, c'est d'avoir 100% du minage, parce qu'une fois qu'ils dépassent les 50%, ils peuvent empêcher tous les autres mineurs de valider des blocs sur Monero, et du coup, ils auront 100% et ils généreront encore plus de rendement pour leurs mineurs. Et c'est pas bien du tout pour Monero, mais c'est une bonne chose pour Cubic, au final, qui est en train de montrer la puissance de sa technologie pour faire ce type d'attaque. Donc voilà, malheureusement on n'arrive plus à suivre aussi le hash rate de Cubic, ils ont arrêté de le porter sur les plateformes officielles, donc c'est plus compliqué pour suivre, donc on ne sait pas exactement où ils en sont, est-ce qu'ils sont toujours autour de 25%, 30% ou même plus, ils n'ont pas encore 50% en tout cas, ça c'est sûr. Et pour finir, une bonne nouvelle, il y a eu un projet crypto sur Solana qui a été piraté, Credix, ils ont perdu 4,5 millions de dollars, au final ils ont négocié avec le pirate, il leur a rendu les 4,5 millions de dollars, donc les personnes vont être remboursées. On n'a pas les détails, ils ont sûrement payé une récompense, un bounty de, généralement sur ce type de montant c'est au moins 10%, donc au moins 400 000 ou 450 000 dollars pour avoir trouvé cette faille et surtout pour qu'ils ne portent pas plainte ensuite contre le pirate et que ça s'arrête là et qu'au final la personne soit perçue comme un hacker éthique et pas comme un black hat, un attaquant qui est malveillant au final. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao.